L'histoire de Pocahontas et du capitaine John Smith, 3e partie et fin. 18. Argall enlève Pocahontas. À compter de ce jour, après la perte de leur chef, la vie des colons devint un enfer, car les Indiens mécontents, ne craignant plus la main de fer du capitaine, se mirent à attaquer les Anglais et à provoquer des pertes sévères dans leurs rangs. Pocahontas ne venait plus en ville, attendant le retour du capitaine, en vain. Le temps passa, et elle entendit dire qu'il était mort quand la rumeur de cette nouvelle commença à se répandre. Le deuil fut terrible, et elle passa des journées entières, seule, repensant au capitaine et à leur amitié. 2 ans après son départ, un Anglais sans scrupules, nommé Argall, conçut le projet de l'enlever et de la garder en otage pour contraindre les Indiens à arrêter leurs hostilités. Avec l'aide de 2 traîtres de sa tribu, elle fut invitée à bord du navire d'Argall et retenue prisonnière. La perte fut terrible pour son père qui essaya de payer une rançon, mais Argall refusa de céder. 19. Le mariage de Pocahontas. Elle n'eut plus jamais le droit de revenir dans sa tribu et n'eut droit qu'à quelques visites de Nantakos. Elle devint une jeune femme aux mœurs anglaises, s'habilla à la mode anglaise et apprit à parler comme les colons. Un jeune Anglais, John Rolfe, tomba amoureux d'elle, de sa beauté de brune et de ses manières courtoises. Comme cela faisait plusieurs années que le capitaine avait disparu et qu'elle était persuadée qu'il était mort, elle accepta sa proposition et l'épousa afin de consolider la paix entre son peuple et les Blancs. Le mariage eut lieu dans l'église de Jamestown. Plusieurs chefs de sa tribu vinrent assister à la cérémonie avec Nantakos et tous les colons. La ville entière se réjouit de l'événement, car les colons étaient enfin persuadés que la paix était définitivement établie entre les 2 peuples. Et une fois de plus, c'était Pocahontas qui servait de lien. 20. L'arrivée en Angleterre. Pendant les années suivantes, la colonie prospéra et Pocahontas s'adapta à la vie en ville. Elle donna naissance à un fils. Ils finirent un jour par s'embarquer tous les 3 pour l'Angleterre. Pendant la traversée, Pocahontas fut éblouie par l'étendue de l'océan et le nombre de vaisseaux à voile. À leur arrivée à Plymouth, le gouverneur de la ville vint accueillir la princesse indienne et lui souhaiter la bienvenue en Angleterre. Elle avait emmené dans sa suite Utamato-Makin, un vieux chef rusé dont les plumes de guerre et les tuniques bariolées retenaient l'attention générale. Il avait été envoyé par Powhatan avec comme mission de compter les Anglais qu'il apercevait pour en déduire la force du pays. Il devait faire une entaille dans chaque bâton à chaque homme rencontré. Il coupa, vite et bien, mais il lui fallut toute une collection de bâtons à marquer, et ce, avant même d'atteindre Londres. Aussi, à son arrivée dans la capitale, abandonna-t-il sa tâche en poussant un grognement dégoûté, trop nombreux. 21-22, Pocahontas à la cour du roi James Ier. Le séjour de Pocahontas en Angleterre se transforma vite en une sorte de marche triomphale. Elle était reçue partout avec les honneurs dus à une princesse étrangère, invitée à des banquets, réceptions et spectacles de théâtre. Elle fut présentée à la cour du roi par Lord Delaware et son épouse et officiellement accueillie à la cour en grande pompe par le roi et la reine, entourés des seigneurs et dames de leur cour, tous revêtus de leurs plus beaux habits.
Mais la jeune indienne surpassait toutes ces dames arrogantes en fierté et en majesté. Cet accueil chaleureux se prolongea dans toute la ville de Londres. Le peuple était curieux de voir cette princesse brune venue d'un autre monde. Et même les évêques, les seigneurs et leurs dames vinrent lui rendre visite dans leur carrosse de luxe dans sa maison de Branford. En hommage, plusieurs tavernes et auberges furent d'ailleurs nommées la Belle Sauvage, enseigne que l'on trouve encore à Londres. Comme la nation lui devait tant pour avoir soutenu les colons anglais pendant leur installation laborieuse en Virginie, tout le monde souhaitait lui prouver sa gratitude en l'accueillant et en organisant des fêtes en son honneur. Le vieux Umatomakin était également l'objet de nombreuses attentions. Avec ses costumes, sa peau bronzée et ses cheveux noirs luisants, il offrait un spectacle étonnant aux Anglais qui n'avaient jamais rencontré de peau rouge jusqu'à présent. Il ne fut absolument pas impressionné par le roi et sa cour d'aristocrates aux parures somptueuses. Il se demandait comment il pouvait survivre en transportant une telle quantité de vêtements et préférait son mode d'habillement simple, fabriqué avec la peau des bêtes sauvages de ces forêts américaines. 23. La rencontre de Pocahontas et du capitaine John Smith. Or voici que le capitaine, qui avait consacré toutes ses années en voyages d'aventure et d'exploration, entendit parler de l'arrivée de Pocahontas et se souvint de l'époque où la petite indienne avait tant fait pour lui et sa colonie. Il décida donc d'aller lui rendre visite à Branford avec un groupe d'amis pour la saluer. Quand elle le vit, elle fut submergée d'un flot de souvenirs et d'émotions. Elle se détourna, se cacha le visage, muette de saisissement. Elle finit par prononcer ces paroles. « On m'avait dit que vous étiez mort !» Puis elle lui reprocha de s'adresser à elle comme Dame Rebecca, son nom d'épouse. Il devait continuer à l'appeler son enfant comme avant. « Vous aviez promis à mon père que ce qui était vôtre serait sien, et de même pour ses biens. Vous l'appeliez père quand vous étiez étranger dans son pays, et maintenant que je suis en pays étranger, c'est mon tour. » Mais le capitaine lui présenta toutes ses excuses. « Je ne saurais vous traiter de la sorte, puisque le roi nous commande de vous traiter en princesse. » Ce à quoi Pocahontas se répondit. « Dans le temps, vous n'aviez pas peur de débarquer dans le pays de mon père, de lui faire peur à lui et tout son peuple hormis moi. Et maintenant, vous auriez peur que je vous appelle mon père. Je vous assure que je tiendrai bon et que vous continuerez à m'appeler votre enfant, car c'est ce que je serai à présent, votre enfant et votre compatriote. » Puis, Pocahontas finit par se calmer et ils retrouvèrent tous les deux les joies d'antan, après toutes ces années de séparation, et le plaisir de parler des journées passées en Virginie. Umatomakin, tout heureux de retrouver un vieil ami dans ce pays peuplé d'étrangers, lui dit combien Powhatan avait insisté pour avoir de ses nouvelles, pour chercher s'il était encore vivant et pour trouver la vérité, car il ne faisait pas confiance aux rumeurs concernant sa mort. 24. Le capitaine John Smith reprend la mer. Après cette rencontre, le capitaine ressentit à nouveau le besoin de partir et s'embarqua encore pour de nouvelles aventures. Et bien souvent, seul sur le pont de son navire, il se mit à repenser à la colonie de Virginie pour laquelle il avait tant œuvré et affronté tant de dangers avec l'aide de Pocahontas. Bien souvent, il revit à ses côtés la petite indienne qui lui avait sauvé la vie si souvent, lui avait porté secours et le jour venu, l'avait alerté du danger qui le guettait. À chaque évocation, son cœur se gonflait de gratitude et il lui souhaitait le bonheur qu'elle méritait dans sa nouvelle vie.
mais guidé comme toujours par l'ambition et le désir de l'action, l'appel du large primait. Il naviguait à la recherche de nouvelles colonies à créer en Nouvelle-Angleterre, où il prépara la voie aux pères pèlerins qui édifièrent plus tard une nouvelle Plymouth dans le Nouveau Monde. Entre Jamestown et Plymouth, de nouvelles colonies s'implantèrent le long de la côte atlantique jusqu'au moment où elles se réunirent pour former une nouvelle nation, les États-Unis d'Amérique. 25. Pocahontas se languit de son pays natal. Après le départ du capitaine, Pocahontas se mit à repenser de plus en plus souvent à son pays natal. Elle commença à se fatiguer de l'Angleterre surpeuplée et à rêver de ses forêts américaines. Tous les jours, elle se mettait à sa fenêtre et ses regards se tournaient vers l'ouest, vers la Virginie, vers sa vie de jeune fille. Et elle se languissait en pensant à ses années d'enfance dans la nature sauvage, à l'arrivée de cet étranger aux cheveux blonds, accompagné de ses colons, et aux changements spectaculaires que cette arrivée avait provoqués dans sa vie et celle des siens. Elle parlait de plus en plus souvent de la Virginie, au vieux Utamatokin. Elle lui parlait du capitaine John. Elle avait de plus en plus le mal du pays, jusqu'au jour où son mari eut tellement peur des conséquences néfastes qu'il décida de repartir en Virginie avec sa famille. Ils partirent donc pour le port de Gravesend, où était ancré leur navire, mais il leur fallut attendre le chargement des provisions prévues pour Jamestown. On finit quand même par leur annoncer que le bateau était prêt et les préparatifs pour le long voyage furent vite terminés. Le jour du départ était enfin venu. 26. La fin de l'histoire de Pocahontas. Bien que le navire soit prêt à lever l'ancre et que les marins se soient présentés pour les transporter à bord, et bien que Pocahontas ait le visage déjà tourné à l'ouest, hélas, il n'en fut rien. Une faiblesse inattendue envahit subitement la jeune femme, et le regard fixé vers le soleil couchant et la Virginie, elle tomba calmement dans un sommeil profond dont elle ne s'éveilla pas et demeura éternellement en terre étrangère. Bien des années plus tard, son fils repartit en Virginie et de nombreuses familles sont fières de faire partie de sa descendance. Aussi longtemps que vivra la Virginie, son nom sera chéri de tout cet État américain. Quant à nous, qui avons la chance d'avoir hérité de ce formidable territoire, ceci représente la première page de l'histoire d'une nation, celle de Pocahontas et du capitaine John Smith, qui porte l'écho des premiers jours, de ses idylles et de ses dangers, du courage et de la persévérance, ce qui signifiera toujours beaucoup plus qu'un simple conte entre une petite indienne et un vaillant soldat.